Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité Sacha Houlié ce matin, député de la Vienne. Sacha Houlié, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la Vienne. Alors, je précise que vous avez été président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Je précise que vous êtes un macroniste de la première heure, puisque vous avez été responsable des jeunes avec Macron. C'était en 2017, je ne me trompe pas, Sacha Houlié. Et puis, vous avez pris vos distances avec Emmanuel Macron. Que lui reprochez-vous ? D'abord, je pense que... Il vous a déçu, franchement. Non, je pense que la dissolution était le moment d'une clarification politique voulue par le président de la République. Et cette dissolution, aujourd'hui, elle crée les conditions de dire qui nous sommes. Moi, je suis de centre-gauche, je suis social-démocrate. Je considère qu'aujourd'hui, la ligne politique qui est celle constituée par la majorité relative qui soutient le gouvernement est une majorité de droite conservatrice et traditionnelle. Je ne me retrouve pas dans ce programme politique. On va en parler, sur ce sujet, notamment du régalien. Et donc, j'ai choisi de reprendre ma liberté de façon à ce que je puisse revendiquer ce que j'ai dit à mes électeurs, ce que j'ai présenté comme programme auprès d'eux, et à ce que je puisse tenir les promesses que je leur ai faites. Bien, Sacha Houlié, vous êtes député de la Vienne, vous avez pris vos distances, vous êtes aujourd'hui non inscrit à l'Assemblée nationale, vous êtes en train d'essayer de construire un groupe, un nouveau groupe social-démocrate. Vous en êtes où ? Vous avez plusieurs députés qui vous rejoignent ? Je ne sais pas, moi, des députés macronistes de gauche, entre La réalité, guillemets. c'est que je n'y suis pas encore. Parce que sinon je vous l'annoncerai ce matin. Oui. Et la réalité aussi, c'est qu'il y a un collectif social-démocrate de parlementaires qui se sentent, comme moi, dans le giron de ce que pense Bernard Cazeneuve, qui aurait été certainement un excellent Premier ministre pour la France. Et donc que ce collectif aujourd'hui réunit des parlementaires issus d'autres groupes, issus d'Ensemble pour la République, que je ne suis plus tout seul. Comme vous êtes combien Ensemble pour la République ? Je ne vais pas faire d'annonce. Non, vous n'allez pas vous faire d'annonce aujourd'hui alors qu'on n'y est pas. Je vous assure. Vous êtes proche de... On est beaucoup plus proche que je ne l'étais cet été. C'est-à-dire, vous êtes combien là ? Une dizaine ? Je ne vous donnerai pas de chiffres parce que ça n'a pas de sens. Nous ne sommes pas 15, nous nous y approchons. Et dès que nous le serons 15, croyez-moi que je viendrai vous faire cette annonce à ce micro. Ça n'est pas encore le cas. Et c'est un collectif de députés sociodémocrates qui ont à cœur de créer un groupe de centre-gauche, d'opposition au gouvernement de Michel Barnier. Et j'espère sincèrement, parce que c'est la seule sensibilité politique parmi les 11 groupes qui n'existe pas. Rendez-vous compte, on a 11 groupes à l'Assemblée nationale, et pourtant, tous ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron au premier ou au second tour de l'élection présidentielle de 2022, qui ont voté pour Raphaël Glucksmann, près de 15% de la population, ils n'ont pas de représentation à l'Assemblée nationale. Eh bien moi je pense qu'il faut tout faire, il faut se battre pour parvenir à créer ce groupe social-démocrate, pas pour moi, pas pour les parlementaires qui en font partie, pour tous les gens qui pensent que dans la société française, la social-démocratie existe et qu'elle doit avoir une voix à l'Assemblée nationale. Vous avez voté Glucksmann aux européennes ? Ça, vous savez, le vote est secret. Et je dis ça comme ça au passage. Je pense que ce qui est défendu sur la justice fiscale, sur la justice sociale, sur l'apaisement du débat public, sur la rigueur dont le débat public doit faire l'objet, ce sont des valeurs que je partage, oui, ça c'est sûr. Alors, Sacha Houlié, Emmanuel Macron vous a déçu ? Est-ce qu'Emmanuel Macron vous a déçu ? Dites-moi, franchement. Si on prend... il vous a déçu ou pas ? Ce à quoi on s'apprête à discuter aujourd'hui, c'est-à-dire la déclaration de politique générale. Oui, je trouve que nous n'avons pas été à la hauteur en termes de justice fiscale. Oui, je pense que la contribution des hauts revenus par la taxe sur les superprofits dont nous avions proposé qu'elle rapporte 3 milliards et non 300 millions comme c'est le cas aujourd'hui, oui, j'ai été déçu. Si on prend le sujet de la contribution des hauts revenus, a fortiori en période de crise, a fortiori lorsque la situation des finances publiques est dégradée. Oui, je pense que j'ai été déçu. Si on parle de l'efficacité de la dépense publique, quand on consacre 2 milliards d'euros au SNU qui est d'une inefficacité folle, c'est la Cour des comptes qui le dit. Lorsque l'on ne revient pas sur les exonérations de cotisation sur les hauts salaires, les salaires compris entre 4 000 et 6 000 euros qui font l'objet d'exonérations de cotisation qui sont inefficaces. C'est France Stratégie et la Cour des comptes qui le dit à nouveau. Eh bien oui, je pense que j'ai été déçu et je pense qu'on doit tirer les conséquences de tout ça et que cet argent public, il doit être mieux finalement utilisé. Il doit être mieux utilisé notamment parce que ce que nous ont dit les Français lors de l'élection législative de 2024, de cet été, c'est que cet argent public, ils voulaient qu'il soit utilisé pour les services publics, c'est-à-dire pour la police, pour la justice, pour les postes de proximité, pour les écoles dans les milieux ruraux. C'est ça que les Français attendent de nous et c'est ce que nous n'avons pas fait. Et c'est pour ça aussi que, comme d'autres, j'ai été déçu. C'est ce que j'ai défendu dans mon mandat
entre 2022 et 2024. Donc vous avez pris vos distances. Exactement. C'est clair. Alors le budget, cotisation excès. Je vais revenir sur le régalien et sur les déclarations de Bruno Retailleau et sur ce que vous attendez de Michel Barnier aujourd'hui et Sacha Houlié. Mais le budget, cotisation exceptionnelle sur les hauts revenus, multiplié par 3 apparemment, ça vous êtes d'accord, vous votez ça. Bien évidemment. Impôt sur les sociétés, je parle des sociétés qui font plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Impôt sur les sociétés qui serait augmenté de 8,5 points. Ça aussi, vous souscrivez ? Même si je pense que c'est davantage sur l'exonération fiscale, c'est-à-dire sur les questions de optimisation, c'est-à-dire sur les questions de crédit d'impôt recherche, tout le mitage de l'assiette, allons pour le taux, peu importe, il y a une meilleure contribution des plus gros. Ça, oui, je suis d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, ce sont des mesures, c'est pas encore concret, hein, on attend Michel Barnier, mais c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on pense. Taxe sur les rachats d'actions, alourdissement de la fiscalité sur les véhicules les plus émetteurs de CO2. Mais là, vous voyez, il faut qu'on fasse un peu le tri entre le bon grain et l'ivraie. Dans ce que vous avez cité sur les rachats d'actions, c'est de la destruction de capital au profit des entreprises pour qu'elles s'enrichissent. Ça, oui, évidemment. Maintenant, sur les véhicules les plus émetteurs, moi, ce que j'aimerais, c'est que on taxe d'abord les véhicules qui sont importés de Chine, les véhicules électriques qui viennent détruire l'industrie française et européenne. L'Europe s'y attelle. Et donc, je préférerais que l'on amplifie cette action européenne davantage que l'on pénalise des constructeurs européens qui produisent par ailleurs sur le territoire européen. Alourdissement de la fiscalité sur les meublés, Airbnb ou autres. Ça c'est ce que nous avions voté et qui n'avait pas été repris dans le 49.3 l'année dernière. À partir du moment où je l'avais voté l'année dernière, par cohérence, je le voterai à nouveau cette année. Vous voterez. Hausse des taxes sur l'électricité. J'ai entendu parler de ça. Ça, vous voyez, c'est l'archétype d'une mauvaise idée. Parce que ça va frapper directement le portefeuille des Français, bien sûr, de façon indistincte. On n'augmente pas les impôts, mais on les augmente, quoi. Exactement, de façon indistincte. Et c'est ça le plus grave. C'est-à-dire que vous soyez avec des revenus aisés, que vous soyez avec des revenus modestes ou très modestes, vous allez payer l'électricité. Et je ne fais pas de dessin pour savoir qui va payer le plus par rapport à son revenu. C'est ceux qui ont le moins. Donc, je ne trouve pas que ce soit une très juste idée. Donc si c'est dans le budget, vous ne votez pas. De toute évidence, je m'y opposerai, oui. Vous vous y opposerez. Bon, regardons. Qu'attendez-vous de Michel Barnier cet après-midi ? D'abord, nous venons de balayer toute une partie de dispositifs fiscaux. Oui. Ces dispositifs fiscaux, ceux qui sont en faveur de la justice fiscale, qui font contribuer ceux qui ont le plus de revenus, a fortiori encore dans une période de crise, et qui se sont peut-être plus enrichis que ceux qui ont moins, eh bien, je pense que c'est une bonne idée et je le soutiendrai. Pour toutes les hausses d'impôts qui concernent les bas revenus et notamment ceux sur l'électricité que vous avez décrits, j'aurai le plus grand mal. En revanche, je souhaite que ces impôts soient bien utilisés. Quand je dis que ces impôts soient bien utilisés, je souhaite qu'on tienne les promesses qui ont été faites sur les lois de programmation. Il va manquer dans le budget qui a été préparé pour Michel Barnier 300 millions d'euros pour la police. Il va manquer 500 millions d'euros pour la justice. Est-ce que c'est avec cela qu'on va finalement faire un bon travail en matière régalienne ? Je ne le crois pas. Voilà. Donc ça, c'est un premier point d'alerte. Ensuite, j'ai entendu toute une série de déclarations, presque va-t-en-guerre, sur le régalien. Voilà. J'ai peine à croire que l'on soit plus efficace en racontant à peu près n'importe quoi sur ce sujet. Alors justement, Bruno Retailleau, qui a en charge une partie du régalien, puisqu'il est ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau a déclaré dimanche soir sur LCI « L'état de droit n'est ni intangible ni sacré ». Que dites-vous ce matin ? D'abord, je pense qu'il faut définir ce que c'est l'état de droit, puis il faut donner quelques exemples à vos auditeurs pour qu'on comprenne la gravité de ces déclarations. L'état de droit, c'est le respect de la hiérarchie des normes. Dire que la Constitution est au-dessus de tout, que les traités internationaux s'appliquent à la loi, et que la loi, finalement, est opposable à l'action du gouvernement, aux règlements qui sont pris. Concrètement, ça veut dire qu'on ne peut pas promettre n'importe quoi et que l'on ne peut pas prendre de lois, adopter des lois qui sont contraires à la Constitution. Notamment ce qui a été proposé, Monsieur Retailleau, en matière d'immigration. Je rappelle que la loi immigration avait déjà été censurée par le Conseil constitutionnel en janvier dernier. Ensuite, c'est la séparation des pouvoirs. Ça veut dire que le gouvernement n'empiète pas sur l'action des juges. Et puis, c'est l'égalité des citoyens devant la loi. Et donc, ça veut dire que si on remet en cause tout cet édifice... Donc, si on remet en cause l'état de droit, par exemple... Par exemple, deux choses. Ça veut dire qu'on pourra interdire arbitrairement des manifestations. Les manifestations contre les bassines... Je suis opposé à ces manifestations, mais ils ont le droit de le dire. Les manifestations contre les vaccins... Je suis opposé à ce que les gens disent n'importe quoi sur les vaccins, mais ils ont la liberté d'expression de le faire. Si on remet en cause l'état de droit, on remet en cause le droit de manifester. Entre autres, on remet en cause des principes essentiels, comme celui de la présomption d'innocence.
Par exemple, et la présomption d'innocence, elle bénéficie à tous. Elle bénéficie aussi au policier qui fait usage de son arme dans la rue et qui fait l'objet d'une procédure. Parce que dans un état de droit, eh bien, il y a un usage des armes qui est encadré, il y a une procédure, et le policier qui a dégainé, tiré, il bénéficie de la présomption d'innocence dans l'affaire qui, aujourd'hui, le conduit devant un tribunal. Voilà pourquoi je pense que c'est extrêmement grave. C'est parce qu'on est en train de remettre en cause toutes les règles, de relativiser toutes les normes et de faire en sorte que ce soit le règne de l'arbitraire. Le règne de l'arbitraire, il ne bénéficie jamais aux citoyens. Il faut se mettre ça dans la tête. Et aujourd'hui, faire en sorte que finalement on relativise toute la loi, ça veut dire que plus aucune loi ne sera opposable, plus aucune loi ne sera finalement sacrée. Et je pense que c'est extrêmement dangereux. Aucune réaction de Michel Barnier après les déclarations de Bruno Retailleau. Est-ce que vous le regrettez ? En fait, on a vu que Michel Barnier, Monsieur le Premier ministre, lorsqu'il était en désaccord avec un de ses ministres, il l'appelait, il le recadrait. Vous parlez d'Antoine Armand. Exactement. Il appelle l'opposition que j'estime non républicaine, c'est-à-dire le Rassemblement national. Non républicaine ? Oui, que j'estime. Le parti du Rassemblement national est pour la sortie de certains traités et pour des mesures qui aujourd'hui nous font sortir du champ républicain, notamment par rapport à la discrimination qu'ils veulent appliquer dans la société française à l'égard de personnes qui n'ont pas d'origine française. Donc il y a aujourd'hui un parti politique non républicain. Oui. Pour vous, le Rassemblement national n'est pas un parti républicain. Qui prône des politiques non républicaines, mais y compris dans ce qui a été... Non, mais prône. Donc c'est un parti qui n'est pas républicain. Mais quand vous défendez aujourd'hui... 11 millions d'électeurs votent pour ce parti. C'est pas les électeurs qui sont en cause. Oui. C'est les idées politiques. C'est le Conseil constitutionnel qui a censuré la loi immigration qui faisait en sorte qu'il y ait un non-accès des prestations sociales aux personnes qui soient d'origine étrangère. D'accord ? Ça, c'est une mesure qui aujourd'hui pose beaucoup de problèmes. Mais j'en reviens à Michel Barnier qui n'a pas réagi au propos de Bruno Retailleau. Michel Barnier qui n'a pas réagi au propos de Bruno Retailleau. Ça veut dire que s'il n'a pas réagi, c'est qu'il les partage. Puisque précisément, lorsqu'il est en désaccord, il réagit. Alors qu'attendez-vous cet après-midi ? Qu'il revienne là-dessus ? Soit qu'il revienne sur ses propos, soit s'il les confirme, ça veut dire que nous avons des désaccords majeurs et que ça justifie à soi seul une censure du gouvernement Barnier. C'est-à-dire que vous êtes prêt à voter la censure du gouvernement Barnier et à voter avec la gauche la semaine prochaine, la censure. Alors, je vais vous dire deux choses. Oui. La première chose, c'est que si Michel Barnier confirme les propos de Bruno Retailleau, oui, je suis prêt à voter la censure. Avec la gauche la semaine prochaine. Et à condition que ce soit une censure du Parti Socialiste et pas de la France Insoumise. Parce que je ne veux pas non plus voter de censure avec la France Insoumise. C'est ce que j'ai défendu dans ma campagne électorale en 2024, en juillet 2024. Je n'ai pas changé d'avis au cours de l'été. Voilà. Je pense qu'il y a un problème aussi démocratique avec la France Insoumise. La façon dont aujourd'hui ils instrumentalisent les institutions, dont ils les brutalisent. La procédure de destitution en est un exemple. La façon dont ils affaiblissent d'ailleurs la remise finalement en cause la démocratie. De l'état de droit, finalement c'est un combat commun entre l'extrême droite et l'extrême gauche, non ? Mais c'est bien tout le problème. Si vous voulez, cette dissolution, elle n'a favorisé que les extrêmes dans toute leur diversité. L'extrême gauche et l'extrême droite. Et j'ai la faiblesse de faire partie du camp des modérés, même si je suis au centre-gauche et pas au centre-droit, faire partie du camp des modérés, et je trouve que de part et d'autre, y compris dans l'ex-majorité, on fait la part belle, trop souvent, aux idées extrémistes, parce qu'elles sont séduisantes, parce qu'elles sont populistes, parce qu'elles rapportent des voix, parce qu'au fond, on satisfait un peu les gens. Moi, vous savez, je ne fais pas de la politique en prenant l'opinion publique et en disant c'est ce qu'il faut faire. Moi, je fais de la politique en essayant de convaincre l'opinion publique que ce qu'on défend est vrai. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on a défendu la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension, des travailleurs étrangers dans les métiers en tension, c'était une idée qui était minoritaire dans l'opinion. Nous en avons fait une idée majoritaire parce que les gens se sont bien rendus compte que dans les restaurants, à l'hôpital ou globalement dans tous les métiers on n'arrive pas à recruter, c'était des salariés étrangers qui venaient. Et cette idée elle est devenue majoritaire parce qu'on s'est battu pour qu'elle le soit. C'est ça la politique. L'immigration est-elle une chance pour la France ? Pas toujours, mais c'est tout le sens de la nuance. Quand on a défendu la loi immigration, que je suis venu vous voir cet hiver... Vous n'avez pas voté cette loi d'ailleurs. Oui. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Mais quand j'ai défendu la loi immigration au départ, on a très bien dit qu'on jugeait les étrangers pour ce qu'ils faisaient et non pas ce qu'ils étaient. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un délinquant, on l'expulse. Ça veut dire qu'un travailleur, on lui donne des papiers. Voilà. Pourquoi j'ai pas voté ? Parce qu'à la fin, il y avait plein de mesures qui étaient bien au-delà
de ce que nous avions voulu sur le modèle régalien, et il n'y en avait aucune qui permettait de régler la situation administrative, qui fait qu'aujourd'hui, dans nos préfectures, il y a des files d'attente interminables et que le service public ne fonctionne pas. Alors quand vous avez une préfecture qui est totalement paralysée par le droit des étrangers, ça veut dire qu'elle n'a pas le temps de s'occuper de tout le reste, et notamment des ressortissants nationaux qui parfois ont besoin de papiers, d'un permis de conduire, d'un renouvellement d'un passeport, etc. Bien, Sacha Houlié, autre chose, le délai de rétention dans les centres de rétention est de 90 jours aujourd'hui. Je pense que Michel Barnier va annoncer qu'il le passera à 180 jours. Ça vous va ou pas ? D'abord, c'est ce qui se passe partout en Europe. Hein. D'abord, pourquoi il est de 90 jours ? Parce qu'on a voté une loi en 2018 qui l'a étendu à 90 jours. Oui. Voilà. En 2018, donc c'est nous qui l'avons fait adopter. Il serait bon que ces lois soient appliquées, parce que pourquoi Michel Barnier voudrait l'étendre ? Je dis voudrais parce que c'est le discours de politique générale qui va intervenir tout à l'heure. Pourquoi il voudrait l'étendre ? Pour finalement tirer les conséquences d'un fait divers dramatique, atroce, qui est le meurtre de la jeune Philippine. Voilà. Oui. La réalité, c'est que dans le cas précis de Philippine, le ressortissant marocain a été libéré au bout de 70 jours. Donc qu'on applique la loi et qu'on l'applique bien. Parce que manifestement, le laissez-passer consulaire, donc ce qui permet de renvoyer, et on a pris du retard dans la demande du laissez-passer consulaire au Maroc, il est intervenu au bout de 73 jours. Vous voyez que dans le délai de 90 jours, on aurait pu reconduire cette personne. Donc ça ne sert à rien de changer la loi pour décorer, pour flatter l'opinion, pour finalement se faire plaisir. Quant à la fin, on a des lois qui sont efficaces lorsqu'elles sont appliquées. Sacha Houlié, vous êtes favorable à la proportionnelle pour les législatives ? Alors ça, j'ai vu... Le modem, encore. C'est le combat du modem. J'ai découvert que c'était devenu l'alpha et l'oméga de la réforme institutionnelle française où tout le monde le veut à l'Assemblée. Voilà. J'ai pas le sentiment que dans l'élection législative qui s'est déroulée en juillet, les Français nous aient absolument dit la révolution, c'est la proportionnelle. Voilà. Donc, dans les priorités que je me suis fixées, la justice fiscale, l'accès aux services publics, la tranquillité publique et la lutte contre le trafic de stupéfiants arrivent bien avant la question de la proportionnelle. La lutte contre le trafic de stupéfiants, quelle solution selon vous ? C'est très difficile. Hein. Personne n'a la solution miracle, mais... Trois propositions. Allez-y. La première, c'est un véritable statut des repentis. Les gens ne parlent pas parce qu'il y a la loi du silence, ils ont peur de l'omerta. Avec Éric Dupond-Moretti, on a préparé un statut du repenti à l'italienne. Si vous parlez, vous avez des remises de peine. Vous devez tout dire, sinon c'est révoqué. Et pour le coup, il y a des vraies diminutions de peine, une protection des témoins qui permet d'aller beaucoup plus loin. J'ai déposé la proposition de loi. Elle est sur le bureau de la présidente de l'Assemblée nationale. La création d'un parquet national anticriminalité organisée, qui va permettre d'aller aussi beaucoup plus loin, de juridictions spécialisées et l'aggravement des peines pour l'association de malfaiteurs en cas de criminalité organisée. Ça, ce sont des choses qu'on a déposées, qui sont prêtes, qui sont dans les cartons. Il y a juste aujourd'hui à aller plus loin. Et puis la dernière chose, parce qu'il y avait la création des juridictions spécialisées, le statut des repentis, dernière chose, c'est qu'on applique et qu'on aille beaucoup plus loin dans la saisie des biens et des avoirs. On sait que la prison aujourd'hui, ça n'est pas une sanction qui fait peur aux délinquants, à tous ceux qui sont dans le trafic de stupéfiants organisés. La saisie systématique de tous les biens. Tous les biens. Les voitures de sport, les appartements, les montres de luxe, tout, on saisit tout. Le délinquant, à la fin, il n'a pas eu de caractère lucratif, de bénéfice à son acte crapuleux. Bien, vous êtes fan de foot. Exactement. La retraite de Griezmann, ça vous touche là ? Dites-moi à vous que ça vous pince pas le cœur. Une égérie pareille. D'abord, c'était une égérie pour le football français. Moi, je le mets sur le podium avec Zidane et Platini, des meilleurs joueurs français de ces 30 ou 40 dernières années. Et puis surtout, Griezmann, c'était une grande voix. C'est quelqu'un qui peut se lever et qui dit il y en a assez de l'homophobie dans le football. Des joueurs de foot qui ont une cause comme ça, qui sont courageux et qui la portent comme un étendard. Je pense qu'on en manque. Et donc, félicitations, Monsieur Griezmann. J'espère juste que sa carrière lui permettra désormais de signer à l'Olympique de Marseille. Parce que vous êtes un grand fan de l'Olympique de Marseille. Mais enfin, pour l'instant, il est occupé, et d'Antoine Griezmann. Il est occupé avec l'Atlético. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être, Sacha Houlié, d'être venu nous voir ce matin. Patrick Roger, juste après les infos et après 9h, évidemment.